Bonjour Jérôme, merci d'être là. Bonjour Frédéric, merci pour Super, l'invitation. mais c'est moi qui te remercie. Alors aujourd'hui le but, on va parler un petit peu des valeurs, des patterns que l'on présente. Mais d'abord, on va se présenter. Je vais te laisser te présenter en premier, puis je suivrai. Eh ben, ok, alors moi c'est Jérôme Revillard, donc je suis le CTO du groupe BeWise. Pour me présenter rapidement mon parcours, moi, je suis titulaire d'un doctorat en informatique depuis 2005, depuis plusieurs années maintenant. Ça ne me rajeunit pas et j'ai travaillé pendant les 15 premières années de mon expérience professionnelle, principalement dans la recherche et innovation, sur des gros projets européens dans le domaine du biomédical. Euh, En gros, on avait pour but de construire une plateforme d'échange de données de santé entre les différents hôpitaux européens pour les recherches sur des maladies infantines rares ou des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, tout ça. Donc, le but aussi, bah, comme je faisais ma thèse euh, dans les locaux, enfin après ma thèse, pardon, j'ai fini dans les locaux du CERN. Donc, on a réutilisé Wow, le une CERN, technologie. pas mal. Ouais, ouais. Alors moi, c'était plutôt les locaux. Hein. J'ai travaillé avec eux, mais j'étais pas sous contrat avec eux. J'ai travaillé on a réutilisé en fait une technologie qui peut être vue comme l'ancêtre du cloud en fait. L'accélérateur qui était utilisé c'est sur l'accélérateur à particules qui s'appelle la grille de calcul. La grille de calcul, grid computing, c'était donc une plateforme qui était là pour pouvoir, qui était utilisée, qui était développée au sein de l'Europe pour pouvoir traiter l'ensemble des données qui étaient générées par l'accélérateur à particules. C'était plutôt Des gros énorme. volumes, j'imagine. Voilà, énormément. Ouais, Ouais. ouais. Donc voilà, ça c'est la première partie. Après en 2016, donc j'ai rejoint l'entreprise de recherche et innovation du groupe BeWise. J'ai continué sur la recherche et innovation dans la gestion de données au sens large, travaillé sur la partie big data, sur la gestion de l'anonymisation, de la pseudonymisation des données, la traçabilité à valeur probante dans les blockchains. Et puis en 2020, j'ai pris mes fonctions en tant que CTO au groupe, où là, j'ai basculé dans le monde de l'industrialisation. Toujours chez C'est là, BeWise, donc. toujours c'est dit, ouais. Bah, Voilà. justement, je pense que peut-être présenter la société maintenant, c'est peut-être intéressant. Eh ben, si tu On veux, va bah, faire. BeWise, du coup, BeWise, c'est un groupe qui est assez jeune, hein, qui a été créé euh, on va dire, à partir d'une société qui est peut-être plus connue, qui s'appelle Almeris, qui elle-même a été créée en 2000. Et puis, donc, Almeris, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui propose des solutions de gestion d'assurance santé prévoyance. Donc, généralement, donc, les gens qui connaissent le voient typiquement sur leur carte de tiers payant. Potentiellement, il y a un petit logo Almeris dessus. Et donc, pour, on va dire, pour créer toutes ces solutions, en fait, Almeris a développé une expertise assez forte en matière de sécurisation de données, d'hébergement, conservation, gestion des consentements et tout ce qui va avec la gestion de la donnée, en fait. Et BeWise a été créé à partir de là, en fait, pour généraliser l'ensemble de ces produits qui étaient à la base spécialisés donc dans le domaine de l'assurance santé prévoyance. Et puis là, on a généralisé tout ça pour travailler sur des sujets beaucoup plus génériques. Alors là, maintenant, le groupe est divisé en trois pôles. Un pôle qui s'appelle ECA et qui gère toute cette partie service et gestion d'activités d'assurance. Un pôle qui s'appelle Quantomacy qui gère du coup les services de confiance numérique au sens en B2B ou B2C2B. Et puis un pôle d'édition logicielle composé de plusieurs sociétés et qui a pour but de fournir ces deux pôles métiers
en logiciels divers et variés pour qu'ils puissent travailler sur leur domaine métier. Donc on parle pas d'un petit groupe là. Non, alors en 2022, fin 2022, on n'est pas énorme non plus, mais on a quand même environ 450 collaborateurs en France. Ah oui. On a un siège social qui est à Clermont, on est implanté à Paris, à Toulouse, à Annecy. Et puis on a des équipes de développement qui sont aussi à l'étranger, en Tunisie, au Maroc, dernièrement en Bulgarie. Donc, ça se développe plutôt bien. Ouais, sympa. Et donc je vais enchaîner. Moi, Frédéric Jean Debien, Solution Architect chez Axonic. Alors c'est marrant, quand toi tu terminais ton doctorat, moi je rentrais à l'UNIF. Merci. Voilà. Petit cadeau, petit cadeau. Et donc moi j'ai fait une maîtrise. Hein. Je n'ai pas un doctorat, j'ai fait ma maîtrise. Et donc à partir de 2010, quand je suis sorti, j'ai commencé ma carrière en développeur Java, hein, je pense comme beaucoup de personnes. Et puis je me suis très vite laissé aimer ou je ne sais pas, laissé émerveiller par l'architecture et notamment l'architecture CQRS Event Sourcing, qu'on n'appelait pas CQRS Event Sourcing à l'époque, parce que je venais des banques et les banques avaient construit par essai, vraiment essai empirique, une façon de d'écrire très performante et de lire évidemment de manière très performante. Et donc, manière empirique avait réinventé un petit peu avant l'heure le CQRS et l'Event Sourcing. Donc moi, je viens de là. Ce qui est une bonne chose et une très mauvaise chose, parce que forcément, quand tu commences avec ces patterns-là et que tu vas dans une autre société qui ne les utilise pas, bah tu es un peu soit considéré comme un alien, soit tu es frustré. Ouais. Et généralement, c'était un peu des deux. Donc, c'est bien pour moi et pas bien. Et j'ai rejoint Axonic il y a exactement 1 an et 3 mois, si je compte bien. Et donc, j'aide vraiment les clients à mettre en place cette architecture et d'abord à mettre en place l'architecture et puis à mettre en place les produits d'Axonic. Justement, je vais embrayer sur Axonic. Axonic, c'est quoi? C'est une société créée en 2017, société hollandaise, et donc créée en 2017, mais le fondement était la création d'un framework à la Arbeuse, un framework pour justement aider à implémenter le DDD. Donc, on en parlera justement un petit peu après, c'est quoi le DDD, etc. Mais lui, son idée, c'était, à l'époque, on parle là je pense que ça date d'il y a 2005, quelque part par là. Il commençait le framework, si je ne me trompe pas. Et il s'est dit, il n'y a pas vraiment de framework facile d'utilisation pour faire du DDD. Et donc, il s'est dit, je vais faire mon propre framework et on verra bien ce que ça donne. Et il a commencé à faire les abstractions et puis de là, on est arrivé à un framework open source et dérivé de ce framework open source d'autres produits qui sont aussi open source et en mode payant dont on discutera après en fait. Voilà. Le but aujourd'hui, c'est un peu discuter ton parcours et le parcours de BeWise. Pourquoi être client Axonic, mais ça, ce sera peut-être dans une deuxième partie. La première partie, c'est déjà de discuter un petit peu de ces architectures, de ces patterns, pourquoi le choix et d'où venez-vous. Voilà, tout simplement. Donc, j'imagine que vous n'avez pas commencé directement en Axonic. Non. C'était quoi le statut avant Axonic, justement? C'était quoi le... Bon, comme je l'ai dit là, donc il y a le mérite, ça a plus de 20 ans, hein, donc à l'origine beaucoup de développement monolithique et traitement de données financières, donc utilisation comme dans tes expériences précédentes, AS400, etc. Bon, malgré tout, en grattant un petit peu, hein, parce que je me suis un petit peu documenté sur ce qui s'était fait au tout début avant que j'arrive, j'ai découvert que les premières utilisations de ces patterns CQRS Event Sourcing chez nous, ça a quand même un peu plus de 10 ans. Et c'était pour une brique de gestion d'identité, sans utiliser de framework au départ. Et puis, en grattant dans les commits, j'ai vu que Axon Framework a été intégré dès 2016 avec la version 3.
avec la partie en Ah 3. ouais. Donc voilà. Mais au début, bien entendu, beaucoup de développement concentré sur le métier et peu d'architecture évoluée au sens où on entend là sur ces parties CQRS et Run Sourcing. C'est vraiment Donc une en gros, exception. vous étiez déjà orienté métier. Donc on peut dire que le DDD, qui est à peu de choses près, c'est ça la target du DDD, c'est de dire on va faire une application orientée métier et pas une application orientée technique. Mm. Était déjà là. Tu parles de ça, il y a déjà. C'était déjà là, mais c'est un peu comme tu disais, c'est-à-dire que ça se faisait, et ça c'est plutôt ce qu'on m'a expliqué, hein, ça se faisait, mais sans le dire, hein, c'est-à-dire que on avait la problématique que tout le monde avait, c'est-à-dire on avait des personnes qui étaient fonctionnelles, qui parlaient métier, puisque le métier d'Almérie, c'est quand même un métier assez complexe, cette gestion d'assurance, de prévoyance au niveau santé, enfin, c'est quelque chose de très complexe. Et donc, du coup, être capable de transférer cette connaissance fonctionnelle Ou aux technicien, techniciens, voilà. voilà, c'est quelque chose qui était très compliqué. Et donc, du coup, c'est aussi euh, intrinsèquement Ce qui a poussé au poussait les DDD, gens, j'imagine. voilà, au Ouais. DDD. En fait, le DDD, c'est quand je suis arrivé il y a 3 ans, j'ai formalisé en fait le fait qu'on devait partir en DDD. On avait commencé avant il y a les refontes de ces grosses solutions d'assurance en, en utilisant de nouveaux paradigmes d'architecture microservices autonome. Mais il y avait toujours ce couplage fort qui était fait aussi avec des API, des appels REST entre les différentes briques. Donc plutôt de la SOA qu'autre chose, quoi. Et quand je suis arrivé, j'ai essayé de faire passer le cap sur ces sujets-là, hein, notamment en formalisant l'utilisation du DDD, des patterns CQRS, Event Sourcing, et puis la démocratisation on va dire, de messages, même si c'est pas le cas. On a instancié notre infrastructure Apache Kafka, etc., pour pouvoir donner de la flexibilité à tout cet écosystème. Et donc, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'on avance là-dessus dans cette refonte. C'est un peu D'accord. vrai. Donc, c'était plutôt monolithique. Le passage vers le DDD était motivé par une volonté de regrouper les gens du métier et les gens de la technique et de parler le même langage. C'est un peu ce qu'on peut dériver comme valeur, en fait. Hein. Le DDD, c'est C'est la clairement, communication c'est clairement dans un premier temps. la première valeur, c'est Ubiquitous Language C'est qui est ça. défini dans le DDD, qui est vraiment fondamental. Qui est aussi comme on avait un fonctionnel assez complexe, et puis donc principalement des applications monolithiques qu'on essayait d'éclater en microservices. L'objectif, c'était de réussir à découpler toutes ces fonctionnalités, de les rendre les plus autonomes possibles, parce qu'on était arrivé à un point où en fait chaque modification au sein du gros monolithe devenait vraiment compliqué. Très Et puis impactante, malheureusement, j'imagine. ouais, Ouais. très important. Et malheureusement, les évolutions dans ce domaine sont pratiquement permanentes, parce qu'on a Ben des oui. changements de règles de remboursement, etc., qui doivent apparaître tout le temps. Donc, toutes ces modifications, elles venaient vraiment complexes à gérer. Donc, c'est pour ça que dans cette refonte, c'était vraiment important d'intégrer le DDD pour aussi cette partie découplage. Et guidance de bonnes pratiques, on va Voilà, dire. guidance des Guidance bonnes de bonnes pratiques, pratiques, aider isolation. exactement, aider à la maintenance future en découplant ces microservices proprement, en essayant qu'il y ait le moins d'adhérence possible. Donc c'est pas mal, on a dégagé pas mal de valeurs, hein, être proche du métier. Le DDT apporte pas mal de guidance au niveau des pratiques, des bonnes pratiques, notamment au niveau du design, de l'isolation, de comment interagir entre différentes parties du domaine.
être le moins impactant possible quand on change un domaine par rapport aux autres. On ne veut pas d'impact le plus possible, être décorrélé. Donc ça, Et c'est puis le DDD arrive avec ça. Oui, vas-y, je t'en ouais, prie. et juste encore une chose, ce qui est important, comme je disais, on utilisait du DDD sans le dire, donc on ne le faisait pas de façon formelle. L'approche DDD nous apporte aussi des outils avec les différents canevas qu'on peut utiliser, des façons de découvrir, de découvrir ces différents contextes et ces différents domaines et de les couper. Et donc, dès qu'on s'est avoué qu'on faisait ça et qu'on allait partir là-dessus, ben, ça nous a amené la palette d'outillage qui était aussi nécessaire pour avancer plus, plus sereinement dans ces découpages. Et dans ces outils, tu penses à quoi en particulier? Moi, quand tu dis ça, je pense au modeling, au storming. C'est ça, exactement, c'est Voilà. ça, c'est ça. Les Vous canevas, le l'appliquez? modeling, le storming, oui, oui, on essaye de l'appliquer de plus en plus. Au début, si on a parlé beaucoup d'avantages. Si on parle d'un inconvénient principal, comme souvent, hein, ce qui est compliqué, c'est la montée en compétence sur ce genre de choses, parce que au final, ça demande quand même pas mal d'expérience pour Oui, réussir et c'est beaucoup basé sur l'expérience pour pouvoir être efficace dans ces découpages. effectivement, C'est pas effectivement. du binaire, donc ça, c'est un peu quelque chose qui est complexe, qui Moi, prend le c'est temps de quand la on dit, formation. on pose souvent la question quel est le plus difficile quand on met en place le DDD. C'est pas de placer les produits et de former les gens, c'est de vraiment à ce que les gens adhèrent au DDD, vraiment qu'ils Mm. comprennent, parce que c'est une autre façon de penser. C'est des règles de bonne pratique qui parfois peuvent choquer et dire pourquoi est-ce que je dois faire une couche d'anticorruption? Pourquoi est-ce que je ne peux pas? Moi, dans mon monolithe, je faisais ça. Oui, mais justement, il faut vraiment leur expliquer. On vient de là, on avait ce problème-là d'adhérence entre des modules. Donc, pour ne plus avoir ces adhérences, on doit construire les domaines comme si c'était des applications séparées. Même si c'est un monolithe, en DDD, on peut faire un monolithe. Ça a commencé comme ça. Hein. En fait, Tout à fait. DDD, 2003, on parlait pas de système ultra distribué. Ça a commencé comment modéliser un monolithe correctement, en fait. Mm. Mais ça, on parle. Donc, effectivement, pain point, éduquer les gens, c'est très, très compliqué. Et surtout quand les gens ne veulent pas adhérer, là, c'est encore plus compliqué. Mais Oui. partons du principe qu'ils sont de bonne foi, mais même quand on est de bonne foi, les éduquer, ça reste assez compliqué, effectivement. Bah, je pense Mais que ouais, je passe peut-être un petit peu sur les sujets suivants là, mais éduquer, convaincre, ça a été pour moi encore plus compliqué. C'est plus compliqué de le faire sur les parties event sourcing. Euh, et CQRS, CQRS pas peut-être, trop. ouais. Ouais, mais Mais c'est plutôt event surtout sur ces sourcing. deux, Ouais. voilà, plutôt event sourcing que sur le DDD. Parce que le DDD, on arrive facilement à convaincre les fonctionnels et les techniciens que ça va les aider. Et qu'on Mhm. parle event sourcing, CQRS, c'est beaucoup plus abstrait. Autant on peut à la fois effrayer les techniciens parce que, oulala, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est complexe, ils s'en font une montagne. Et ça effraie aussi les fonctionnels parce que du coup, ils ne comprennent pas cette façon de penser, cette façon de gérer les choses et ils ne voient pas les avantages que ça peut leur amener dans leur solution. Ouais, je te rejoins. Je suis confronté à un client là qui a toujours designé ses solutions avec des analystes, vraiment des analystes qui ne sont pas forcément toujours des informaticiens. Et donc, ça partait d'un ticket Jira. Hein. On parle d'un ticket Jira, on explique un peu le problème, et voilà ce qu'il faudrait faire, etc. Mais là, je leur dis, écoutez, là, on est en train de monter un système hautement distribué en CQRS. On discutera un petit peu plus de CQRS après ce que c'est, mais j'ai besoin d'une modélisation des messages. Et là, je te rejoins, là, ça casse un petit peu leur façon de faire. Là, mais de quoi tu me parles, le message? Et là, on reparle Ouais. sur toute la théorie des systèmes distribués, la théorie des CQRS. Pourquoi avoir ces messages et ces différentes sémantiques? Et c'est vrai que là, on a besoin d'être beaucoup plus proche, architecte et analyste. Moi, je joue le rôle d'architecte et de leur apprendre à vraiment faire de l'event modeling quelque part, modéliser le C'est ça. système en message et plus en dire il faut faire ceci dans la DB, machin. Non.
ne me parle pas comme ça, je parle plutôt, donne-moi la user experience et on va modéliser un système qui correspond à ta user experience. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez neuf pour eux. Mais je dois dire que cette approche, certains la prennent avec beaucoup d'enthousiasme. Donc ça, je suis très content. Parfois, il y a des blocages, évidemment, et ça, c'est très compliqué. Mais effectivement, peut-être que les parties techniques choquent un peu plus le métier. Forcément, le DDD est plus la partie métier et des pratiques de coding et de design, mais qui sont plus proches du métier. Donc forcément, les gens du métier auront plus facile à adhérer. Mais quand on voit le DDD, donc qui a été inventé en 2003, hein, qu'on a quand même 20 ans maintenant, ça a évolué forcément l'implémentation. Maintenant, on parle de vraiment une implémentation technique. Donc, on va parler de CQRS Event Sourcing. Ben là, forcément, on perd un peu le métier. Ouais. On leur explique les valeurs du CQRS et de l'Event Sourcing. Ça, ils peuvent le comprendre. Mais après, comment le mettre en place, pourquoi, etc. Je pense que, voilà, des fois, c'est peut-être un peu obscur. Alors, justement, parlons peut-être du CQRS, parce que dans le DDD, beaucoup de personnes font encore du DDD sans faire du CQRS Event Sourcing. Et je respecte. Si ça marche, ça marche. C'est toujours bien de voir quelque chose qui fonctionne de toute façon. Moi, j'avoue que j'ai commencé à faire du CQRS avant le DDD. Donc, c'était un petit peu dans l'inverse, parce que simplement pour des raisons de performance. Moi, quand je vois les valeurs du CQRS, on commence toujours avec un seul modèle, une seule DB, et puis on se rend compte que plus on monte en charge, plus on doit optimiser les modèles. Et plus on monte en charge, et on monte extrêmement en charge, et là on se dit zut, je n'arrive plus à optimiser mon modèle pour écrire et lire rapidement. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi quand j'ai commencé? La banque l'avait déjà faite 30 ans auparavant, c'est-à-dire on écrit d'un côté, de manière optimisée, et on lit de l'autre. Selon les use cases, on lit de centaines de façons différentes et encore une fois optimisé. Et pour moi, c'était un petit peu intrinsèque. C'était comme ça qu'on faisait une architecture. J'ai commencé comme ça faisait plein de sens. Mais c'est pas toujours comme ça dans les sociétés. Non, c'est même rare. C'est même rare. Voilà. À l'époque, dans des sociétés standards, entre guillemets, standards, je sais pas ce que ça veut dire, mais dans les sociétés d'édition logicielle qui faisaient des logiciels qui n'étaient pas forcément des logiciels qui s'adressaient à des millions de personnes en parallèle, etc. C'était des applications standards, 3 tiers, avec la base de données, etc. Et donc la base de données qui était utilisée ça, aussi bien en écriture qu'en lecture. Ce qui peut être aussi fait en CQRS, hein, mais pour moi, le CQRS, très clairement, à part si on parle de grosses machineries comme des grosses bases Oracle ou comme des AS400 où on peut facilement faire les deux sur le même moteur parce que c'est des moteurs qui sont énormes. Mais en dehors de ça, le CQRS, c'est 2 bases de données et une synchronisation entre les deux parce que sinon, c'est infaisable. J'ai eu une discussion assez intéressante il y a quelques jours, en fait. D'ailleurs, c'est toujours sur mon LinkedIn. Quelqu'un donc, on a découvert chez mon client un call qui était extrêmement lent. Il prenait plus de 20 secondes. Je me suis dit, tiens, 20 secondes pour un appel, c'est énorme. Je me dis, creusons un petit peu. C'est une ancienne architecture, hein, donc on est en train de la mettre de la refondre en CQRS. Et je dis, c'est quoi le problème? On va essayer de voir les traces. On s'est rendu compte que pour un appel de 200, je pense, on faisait 7000 appels DB. Et je me suis dit, waouh, c'est un peu énorme. Peut-être que effectivement le code et les agrégations de la DB, c'était de l'Elasticsearch derrière. Hein. Et on se dit, il y a peut-être une mauvaise utilisation de l'Elasticsearch. Et en creusant, donc vraiment en creusant le modèle et les besoins, je me suis rendu compte qu'on utilisait un modèle qui était absolument pas optimisé pour ça. Et on l'avait modélisé pour un use case, et là, on avait 3 use cases complètement différents, et on utilisait le même modèle. Et donc, forcément, un modèle qui n'est pas optimisé, on peut pas Donc, oui, on a pu réduire jusqu'à 4000, je pense, mais c'est toujours énorme. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est un mauvais modèle. On peut rien faire à ça. Et donc, j'ai dit... alors, la discussion, c'était, oui, mais on n'a pas toujours forcément besoin de CQRS. On prend une DB en écriture, on la synchronise avec la même en lecture et la performance sera meilleure. Mais non, parce que le modèle est le même.
Le Oui, modèle, ça aide au départ pour les use cases oui, voilà, au départ, mais quand c'est le besoin métier évolue et puis qu'on a d'autres use cases qui apparaissent et exactement puis que ça répond plus aux besoins, en général, là, on se retrouve un petit peu bête. Derrière, ça. on peut l'ETL pour générer d'autres vues, hein, mais Et du coup, générer ces c'est autres mettre en vues place, voilà, du coup, c'est mettre en place difficilement. beaucoup de choses pour, en fait, ne pas faire le design CQRS dès le départ et de le remettre par après avec des ETL et des systèmes d'extraction et de C'est ça. reprojection. Alors que si on commence dès le départ, ça facilite énormément le design et la migration future et l'évolutivité. Et la personne me disait, oui, mais c'est ça, CQRS, on écrit d'un côté, on lit de l'autre. Oui, mais on ne lit pas les mêmes modèles, sinon ça ne sert à rien. Et le meilleur exemple que je donnais, c'est si on a même une oracle, par exemple. J'ai réussi à mettre une oracle par terre. Tout simplement, pourquoi? Le use case, c'était de faire du full text search. Ah oui. Et on m'a dit, fais une vue optimisée dans Oracle. Je dis, oui, mais Oracle n'est pas prévu. Enfin, je parle de ça il y a exactement 9 ans. Pour faire du full text search, je dis, non, Oracle n'est pas prévu pour ça. On peut essayer. Hein. Il y a quand même des règles et des index de full text search, mais Oracle ne suivait pas. Elle n'était pas du tout optimisée pour ça. Et donc, c'est là où on se dit, oui, on peut faire ça avec une seule DB, comme tu le disais, jusqu'à ce qu'on ait besoin d'une autre technologie, d'un autre use case qui vient tout casser, en fait. Comme par Ouais, exemple le use case du full text search. ouais. C'est le classique. Là, on a réussi à mettre, par exemple, tout ce qui était analytics dans une Oracle. On a réussi même à mettre du JSON, donc plutôt orienté document dans une Oracle. C'est même pas mal avec les autres colonnes pour un peu pré-filtrer. Même à faire des filtrages dans le JSON, c'était pas mal. Mais dès que le use case du full text search est arrivé, là, on s'est dit, voilà, là, on peut plus jouer en CQRS avec la même DB. Il faut qu'on passe à autre chose. Et c'est souvent cette étape-là que les gens ont un peu du mal à comprendre, c'est dire, oh là, j'ai besoin d'autres technologies database, mais pourquoi? Pourquoi dupliquer? Ben, simplement parce que les use cases sont différents. Un use case analytique et un use case de full text search, c'est complètement différent. On ne pourra jamais répondre aux deux use cases avec le même modèle. C'est impossible. Et beaucoup de personnes ont du mal à comprendre ça. Et je me demande comment ils font d'ailleurs leur application. Peut-être qu'ils n'ont pas de full text. Alors s'ils ne l'ont pas, Oui, enfin, on le fait pas, voilà. ou alors, j'imagine, c'est aussi l'objet des fameuses refontes régulières des logiciels, parce que Voilà, il y a un truc qu'on c'est n'a ça. pas prévu à la base, on fait ce qu'on appelle une refonte. Voilà, on réécrit tout, c'est emmerdant. Exactement. Donc pour moi, le CQRS, c'est ça. On fait un design pour être performant. Et ce design passe par le design de message, en fait. La sémantique de query, de commande, d'événements, ça paraît overkill, mais au final, ça simplifie énormément la chose, et notamment au niveau scalabilité, parce que pour être, on va dire, performant, ce qu'on appelle réactif dans le manifeste réactif, ben, on est obligé d'être résilient et élastique. Et si on reprend tout, je ne vais pas faire l'explication complète, mais la base de tout ça, c'est d'être message driven. C'est Donc ça, ça. c'est des gens qui se sont mis tous ensemble et qui se sont dit, bon ben voilà, en fait, la réponse à ça, c'est d'être message driven. Et c'est à ça que justement essaie de répondre CQRS, c'est designer vos messages avec la sémantique de commande, de query, synchroniser vos commandes et vos queries, vos modèles avec des événements, et on a les 3 types de messages. Et là, donc, on a tout, et ça nous permet d'être performant, d'être élastique, en fait. Réactif, pardon. Réactif. Voilà, réactif. Mais ça, c'est le premier pattern. Et je pense que pour moi, c'est celui qui m'a le plus impacté dans ma carrière. Je l'ai trouvé vraiment super intéressant dès le début. Je montais d'ailleurs tous les systèmes de systèmes d'intégration complexes qu'on faisait avec des partenaires, etc. Je le faisais comme ça. Donc, dès que les partenaires offraient une API, REST, peu importe, SOAP, JSON RPC, peu importe l'API, moi, je la remodélisais avec les besoins de notre société en message. Et on me demandait à chaque fois, mais pourquoi faire ça avec des messages, etc. Pourquoi pas se mapper directement sur l'application avec du routage? J'ai dit, ben, un partenaire, ça reste un partenaire. Il change et tout le monde est impacté. Donc, c'est un problème. Alors que si on remodélise ça en suivant le DDD, en évitant les adhérences à des providers, les adhérences à des API, et en suivant le CQRS, donc avec les messages et le fait d'avoir des vues et des write modèles optimisés, on peut changer de provider.
un autre arrive, on intègre, on le mappe avec le même message d'entrée, parce qu'on a le même besoin, et aucun impact, si ce n'est que juste l'implémentation du connecteur. C'est ça. Donc pour moi, ça, c'était vraiment le début de l'aventure et de l'architecture. Et après, j'ai découvert l'event sourcing. Et en fait, je pense que pour moi, je sais que beaucoup de gens l'expliquent dans un certain sens, moi je l'explique dans l'autre, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. L'event sourcing est souvent est expliqué comme étant la target, c'est le niveau à atteindre. Moi, je le vois comme, oui, comme le niveau à atteindre, mais je pense que CQRS est une étape qu'il faut comprendre et qu'il faut mettre en place. Ouais. Et pour moi, l'event sourcing, ça reste, donc dans la première vision que j'avais de l'event sourcing, c'est j'en ai marre de faire des modèles d'écriture optimisés. Parce qu'au final, au lieu d'optimiser les modèles de lecture, je dois aussi optimiser mon modèle d'écriture. Si on arrive à générifier ce modèle, on se rend compte qu'en fait, les événements qu'on crée au point de vue des DD pour synchroniser les vues, si on les écrit dans une suite immutable, ben, en fait, le modèle d'écriture, on l'a, il est générique. On écrit simplement les événements. Donc là, on n'a plus besoin d'optimiser. Après, il y a d'autres problèmes. Si on écrit une suite logique, forcément, ça veut dire qu'à un moment donné, pour l'histoire d'une certaine agrégation, on parle d'agrégant DDD, va grandir. On a évidemment plein de solutions à ça, comme faire s'assurer que l'histoire soit toujours petite, en, par exemple, transférant vers d'autres agrégats. En faisant, par exemple, l'histoire d'un compte, on peut faire l'histoire d'un compte par mois, par exemple. Et à chaque fois, hop, retransférer sur un nouveau identifiant d'agrégat qui représente le même compte, mais retransférer l'argent et faire par mois un historique. Là, ça va nous permettre de limiter, par exemple, les transactions. Ouais. On a aussi les snapshotting, etc. Donc, il y a quand même plein de solutions techniques qui viennent pallier au problème de l'histoire qui grandit. Mais ce que l'event sourcing m'a apporté, c'est simplement d'être capable déjà de comprendre ce qui s'est passé. Donc, quand on avait des troubleshoots, des clients qui nous téléphonaient, voilà, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qui êtes-vous d'abord? Bon, qui êtes-vous? Ok, donnez-moi votre petit identifiant et je vais voir un peu ce qui se passe sur votre identifiant. Et là, on avait toute l'histoire. C'est l'audit natif. Exactement, l'audit log. On me dit, ah, mais zut, on n'a pas de solution d'audit et comment va-t-on faire? Je dis, mais si, l'audit, on l'a en fait. Moi, je stocke tout. Je stocke tout ce qui se passe. Et donc, on a l'audit gratuitement. On fait, ah, mais on ne savait pas que tu stockais tout ça. C'est l'architecture que j'ai mis en place pour l'intégration. Ah, mais c'est génial. Et donc, en fait, tout le troubleshooting et le support niveau 1 était basé en fait sur un Kibana qui, lui, était alimenté par notre fameux Event Store. Et là, je peux te dire que les vues qu'on crée avec le Kibana, basé sur l'Event Store, c'était génial parce qu'on avait vraiment tout. Il n'y avait pas une information qui manquait, on était à la source de tout ce qui se passait dans un système. Donc forcément, encore faut-il bien designer ces événements. Exact. Et ça, c'est la plus grosse, le plus gros pain point quand on fait de l'event sourcing, et je vais même dire du DDD en fait. Oui, ça vient. C'est la modélisation des événements. Parce que quand on est juste en CQRS sans event sourcing, mal designer ces événements, le casser, c'est impacter beaucoup de systèmes, mais on n'impacte pas l'histoire. Et ça, c'est le point positif et négatif, parce que on n'a pas d'histoire, donc ça, c'est le négatif. Le point positif, comme on n'a pas d'histoire, on risque pas de casser. Voilà, c'est ça. Mais en event sourcing, forcément, l'histoire, elle est là. Et elle reste ad vitam aeternam. Et forcément, la modélisation d'un événement qui a été fait à un temps T, si on la casse, comment la remettre dans cette histoire qui est là et qui est immutable? On a forcément des mécanismes pour répondre à ces problèmes, mais ce mécanisme, pour moi, c'est un hack. C'est vraiment le dernier recours. Le problème, c'est ne pas casser. C'est ça la solution, c'est ne pas casser les événements. Alors des gens me disent, oui, mais c'est jamais possible de ne pas casser. Moi, je dis l'inverse. Je dis, moi, j'ai du mal à casser mes événements parce que je les design de manière tellement spécifique, avec tellement de sémantique et tellement peu de données, que j'ai du mal à les casser. Alors, on dit un exemple. Si par exemple, je veux modéliser, tu parlais d'identité.
Nous, on modélise forcément dans toutes les boîtes, on a des customers. Voilà, ça c'est assez classique. Si je modélise tout ce qui peut se passer d'un point de vue métier sur mon customer comme étant customer updated, sans sémantique, c'est clair qu'à chaque itération du soft, je peux signer presque sur la feuille qu'on va casser les événements. Par contre, si on dit non sur notre customer, il peut déménager, il peut corriger son adresse, il peut corriger ses détails, parce que peut-être qu'on a fait des erreurs d'encodage en son nom, prénom, peu importe. Ça, c'est une sémantique très très forte. Comment casser un événement qui s'appelle Customer Details Corrected avec nouveau prénom, nouveau nom? C'est très difficile. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas grand-chose dedans. Donc, et cette partie design, je pense que c'est la partie la plus complexe d'une architecture DDD, mais je ne vais pas dire pas que DDD en fait. Non, dès qu'on a de l'event driven, oui. On va dire si les événements sont bien designés, c'est plus de 50% du travail de fait. Hein, parce que exactement. Ça fait pas. C'est vraiment la partie la plus complexe. Si on est serein sur le design, derrière l'implémentation, c'est de la technique. Il faut que les gens expérimentés soient capables de travailler avec ces notions, mais globalement, c'est de la technique. Ce que je vois dans l'event sourcing, qui apporte énormément, c'est que beaucoup de personnes me disaient, oui, c'est vrai que les événements, comme tu le disais, c'est un bon modèle événementiel. C'est, j'allais dire, 50% aussi du travail bien fait. Mais il y a aussi une grosse partie du modèle de read. Parce que forcément, quand on fait de l'event sourcing, le write, on l'a, ce sont les événements, mais la modélisation du read, forcément, reste quelque chose de... faut bien y penser, parce que sinon la performance sera impactée. Mais quand on fait de l'event sourcing, c'est plus si vrai que ça, en fait. Parce que si on fait un mauvais modèle, l'event sourcing va nous permettre de le reconstruire. Oui. On peut faire de l'essai-erreur et on peut même faire... on peut même avoir 36 vues sur la même donnée et la reconstruction est assez simple. Tu parlais tout à l'heure du lien entre CQRS et event sourcing. Toi, tu as plus, venant de par ton expérience, tu as plutôt tendance à commencer, enfin, à avoir commencé par le CQRS avant de venir à l'event sourcing. Moi qui ai un peu moins d'expérience que toi sur ces sujets-là, au final, j'ai vraiment du mal à découpler les deux concepts. C'est quasi évident que l'event sourcing, pour moi, ne peut pas se passer du CQRS. C'est ça. On peut se passer du CQRS, enfin de l'event sourcing si on fait du CQRS. Mais là, quel serait l'intérêt au final? Voilà, c'est surtout quel serait l'intérêt? Exactement. On loupe la première. Donc, la première étape, on l'a, c'est très bien. On fait du CQRS, on a la scalabilité, la performance. Si on ne prend pas l'event sourcing, qu'est-ce qu'on n'a pas? C'est l'évolutivité. Recréer une nouvelle vue, recréer un nouveau dashboard de BI, reconstruire une vue qui a été corrompue, reconstruire une vue qui n'est pas corrompue, mais que le modèle a changé, tout simplement. C'est la même vue, mais on veut rajouter des informations. On veut modifier des informations. Sans l'event sourcing, on revient à refaire des migrations, de la reprojection, comme tu disais, des ETL pour reprojeter. Et ça, c'est mettre en place des bazookas pour tuer la mouche. On a des données, on ne peut pas les reprojeter. On ne peut pas les reprojeter parce que souvent, comme on n'a pas la sémantique et l'histoire, on n'est pas forcément capable de reconstruire en plus cette nouvelle vue dont on aurait besoin. Exactement. Forcément, qui dit nouvelle vue, dit nouvelle connaissance à exposer. Donc cette connaissance, on l'a pas forcément si on n'est pas. Je le vis avec certains clients qui me disent voilà, j'ai un Elasticsearch, il ne correspond plus à mes besoins, ça fait déjà un petit temps qu'il ne correspond plus à mes besoins. On a hacké quelquefois le modèle et là, maintenant, on n'y arrive plus. Ça devient trop lent, on n'a plus du tout les bonnes données. Qu'est-ce que je peux faire? Vous étiez en event sourcing? Non. Eh ben, alors il va falloir extraire, transformer, reloader. Et je ne peux pas vous proposer quelque chose d'autre. Mais est-ce que vous avez un audit log quelque part? N'importe quoi? Non. Ah ben là, je ne peux rien faire pour vous. Si oui, ben on peut essayer de voir la qualité de l'event log, parce que parfois l'event log pour eux c'est quoi? On a modifié ça, voici l'ancien, voici le nouveau. J'ai pas la sémantique, donc je dois reconstruire la sémantique avec l'ancienne et la nouvelle version. Puis parfois c'est un calcul, parfois c'est bien d'essayer de construire la sémantique et de recréer une histoire
avec la sémantique, dans des vrais événements avec une sémantique forte, et puis de partir sur ces événements pour reconstruire les vues. Parfois, ça prend tellement de calculs que ben voilà, c'est peut-être une mauvaise opération. Mais effectivement, je vois vraiment le problème moi, qui est toujours fait du CQRS et quasi de l'event sourcing. Quand on ne l'a pas, les gens disent « Ah, c'est overkill ». Mais le premier changement du besoin, changement de user experience, changement des vues, c'est là qu'on voit la nécessité d'être en event sourcing. Et comme tu disais, c'est vrai, faire de l'event sourcing sans CQRS, j'ai vu quelques produits qui n'avaient qu'un event store et qui faisaient des projections on the fly sur l'event store. Alors c'est super, mais les use cases étaient très simples. Oui. Qu'est-ce qui a encore cassé ce modèle-là? Et la personne était très fière et franchement, j'étais très impressionné de ce qu'il avait réussi à faire sur un event store très très bien indexé. Ben, c'est venu casser quand le full text search, encore une fois, est arrivé. J'ai besoin de faire maintenant, on veut un Google search bar et qu'est-ce que je fais sur mon event store? Ben là, voilà. Là, il s'est dit, OK, ben maintenant, je vais pouvoir avoir ma première vue matérialisée qui sert à quelque chose, un use case précis. Mais sinon, il avait fait, et ça a tourné pendant des années, qu'avec un event store. Et là, je me suis dit, on peut se passer peut-être dans un premier temps du CQRS, d'avoir plusieurs projections, etc. optimisées, quand les use cases sont simples. Et dès qu'on commence à avoir des use cases compliqués, ben voilà, là on est obligé de revenir à différents modèles. Mais voilà un peu les valeurs de l'event sourcing. Donc, event sourcing. Après, on parlait des avantages, on parlait aussi quand même des problématiques sur l'event sourcing, qui est peut-être encore plus, pour moi, c'est encore plus compliqué que pour la partie DDD. Pour moi, c'est vraiment il y a quand même au final très peu de développeurs qui sont formés sur ces concepts. Sortis d'école, etc. Ils connaissent pas. C'est pas en tout cas dans tout ce que j'ai pu voir moi. Il y a peut-être des pays où c'est plus facile que d'autres, mais en tout cas moi, ce que j'ai pu voir en France, en Tunisie, etc. Il y a très 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 peu de personnes qui sont formées là-dessus. C'est par expérience qu'elles ont commencé à travailler là-dessus. Et donc, quand on démarrer un nouveau projet dans une entreprise en utilisant ces nouveaux patterns, il faut, à un moment donné, il faut se dire, on y va. Et puis, on apprend sur le tas, parce que de toute façon, si on n'y va pas, on n'apprendra jamais. Et si on n'y va pas, si on n'apprend pas, au final, on ne se lancera jamais. Exactement. Et pour toi, quels sont les points les plus intéressants alors quand on veut commencer l'event sourcing, le CQRS, le DDD, quels sont les points les plus importants? Je pense qu'on les a déjà dit, mais c'est pas mal de résumer. Oui, alors tu parles au niveau des valeurs, des valeurs ou de… Non, vraiment de qu'est-ce qu'on doit vraiment penser à l'avance et faire très attention. Très attention. Pour moi, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, en amont, on doit s'assurer d'avoir la connaissance en interne. Voilà, c'est vraiment un point principal. C'est vraiment le point principal pour s'assurer aussi que les personnes, au final, puissent adhérer à ces changements de paradigme, parce que sinon c'est toujours un peu comme tout, c'est compliqué si les personnes n'adhèrent pas. Et après, il faut bien entendu s'assurer que, peut-être se faire accompagner pour s'assurer que le design de ces systèmes soit irréprochable, le design de ces événements, etc., le découpage des différents domaines, toute cette partie de design doit être vraiment faite de façon très propre, parce que on a dit qu'on avait une grande performance, une grande scalabilité si jamais on utilisait ces différents patterns. Oui, à condition que le design soit bon. Mal exécuté, c'est encore pire. Parce que si on fait la même chose avec un mauvais design, le système s'écroulera de la même façon.
Donc, si pas plus rapidement. voilà, si c'est pas plus rapidement. Ouais, donc, voilà. Donc c'est ça qui est Effectivement. vraiment important. Bon, j'allais dire la même chose. Donc, la formation, ça, c'est le premier point, et le modèle. Je pense que beaucoup de gens sous-estiment la modélisation. J'ai vu pas mal de systèmes et de migration en CQRS et en event sourcing ratés. Alors, on se pose des questions. Pourquoi? Je n'avais jamais vu auparavant un système raté en event sourcing. Et à chaque fois, c'est la même raison. Un mauvais modèle événementiel. Toujours, enfin, de mon expérience, j'en ai vu quelques-uns maintenant, des projets ratés, et toujours un mauvais modèle. Et le meilleur exemple, c'était on essaie de faire du CRUD dans les événements. Ouais. Et cette chose-là, parfois, vient parce qu'on utilise certaines technologies qui sont plutôt pas orientées event sourcing, mais plutôt orientées event streaming, avec la capacité de compresser les topics et de retenir en fait les dernières valeurs. Je l'ai pas nommé, hein. Oui, je l'ai nommé au tout début. Moi, je l'ai nommé au début. C'est ça. Donc on peut le dire. Mais donc cette capacité-là qui est assez intéressante. Le problème, c'est qu'elle pousse un certain design vers plutôt du CST, Carried State Transfer, donc tout mettre dans l'événement plutôt que d'avoir de la sémantique. Et beaucoup des erreurs de design que j'ai vues dans beaucoup de sociétés viennent de ce fait-là, en fait, de l'idée de tout mettre dans les événements. Alors que c'est justement la porte ouverte à casser les événements. Si on casse les événements et qu'on migre en event sourcing, c'est fini. Donc il faut vraiment arriver à sortir de cette idée de faire du CST, mais de vraiment faire de la sémantique avec un delta. Ça, c'est vraiment très important. Alors moi, j'ai encore quelques questions pour toi, Jérôme, je pense qu'ils sont super intéressantes et importantes. C'est, tu es devenu, en tout cas, BeWise est devenu client Axonic. Comment as-tu vu l'intégration de nos produits qui, je le rappelle, donc on a le framework qui offre l'abstraction des composants nécessaires à faire le DDD, le CQRS, l'event sourcing. Je vais en nommer quelques-uns, pas tous, mais à savoir le command bus, le query bus, l'event bus, l'event store. C'est les quatre plus importants. Il y a aussi l'aggregated store, etc. en DDD, mais les plus importants techniquement sont ceux-là. Et le serveur, parce que tu utilises aussi le serveur en mode enterprise, qui le serveur, lui, en fait, en une seule boîte, out of the box, je vais dire, implémente tous ces composants. Ce qui, pour moi, a l'avantage de simplifier un peu l'infrastructure. Pour toi, quel a été c'est un des points principaux. Quand on s'est lancé dans ces patterns, on est parti, comme je l'ai dit au début, hein, même depuis déjà la version 3 du framework Axon, on utilise donc dans le développement Java le framework Axon parce que il a l'avantage de fournir toutes ces couches d'abstraction qui font que designer, on va dire, des briques en suivant ces concepts CQRS, event sourcing, c'est grandement facilité. Si on part sans framework, c'est vraiment costaud. Hein. C'est vraiment compliqué. Il faut déjà avoir une grosse maîtrise des concepts pour pouvoir partir sans framework. Alors donc ce genre de framework, ça aide énormément. Donc on est parti là-dessus et puis on a commencé à mettre en place tout ce qu'il fallait au niveau infrastructure pour pouvoir gérer les différentes briques que tu as mentionnées avant, hein, donc l'Event Store, l'Event Bus, le Query Bus, etc., etc. Et donc, comme peut-être beaucoup, je ne sais pas, hein, mais donc on a commencé à implémenter, parce qu'on avait l'habitude, nos Event Store sur des bases Postgre. On a commencé à implémenter notre Event Bus forcément sur Kafka, j'en ai parlé tout à l'heure. Jamais l'Event Store sur Kafka. Et puis on a commencé à construire toute notre infrastructure comme ça. Et nous, des microservices et des Event Store, des contextes, on en a quand même beaucoup. Donc, à chaque fois qu'on avait un nouveau contexte, et on se reprenait l'instanciation d'une base de données pour l'Event Store, on se reprenait de la configuration pour aller créer les topics à gauche, à droite, et tout ce qu'il fallait. Donc, il y avait une grosse charge au niveau infrastructure, au niveau Ops, au niveau maintenance,
complexité au niveau au niveau de la configuration de toute la solution au final. Et on a commencé à se dire il faut qu'on simplifie ça parce que plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Et on a commencé à regarder la solution Sun Server. Et on a fait rapidement une étude sur qu'est-ce que ça pourrait nous apporter. Et il n'y a pas eu photo. Hein. Quand on a un seul composant qui nous permet de gérer les event stores, les event bus, tout ce qui s'ensuit, et même tout ce qu'on ne pouvait pas faire si on l'a pas faire facilement en tout cas, parce que globalement du common bus et du query bus, en fait, au final, c'est plutôt pas forcément évident à implémenter sans. En fait, je cherchais une technologie il y a pas si longtemps que ça qui me permettait de faire le command bus mais shardé. Donc, qui me permettait de vraiment limiter la concurrence et de gérer la concurrence pour moi. Alors, on peut hacker un Kafka pour faire un command bus parce que Kafka, le sharding, il le fait avec ses partitions. Le problème, c'est qu'il n'a pas été designé pour ça du tout, il a été designé pour streamer. Donc, le fait de renvoyer des réponses, Kafka ne le fait pas. Et donc, on a une certaine partie de ce command bus sans le feedback synchrone de dire ça a été accepté ou pas. Mais la partie concurrence, on l'a. Donc, il manque une partie. Alors, je me suis penché sur la question, OK, on peut voir d'autres systèmes de messages comme RabbitMQ. RabbitMQ, on peut facilement faire du point à point avec du RPC, donc vraiment la sémantique de commande. Malheureusement, on n'a pas le sharding. Et donc, la gestion de la concurrence, c'est à nous de la faire. Et donc, je me suis vraiment dit, bah, tiens, en fait, parce que moi, j'ai fait pendant des années les frameworks dans tous les langages que je peux utiliser. J'ai refait les frameworks moi-même. Et il y a toujours un point, je me dis, j'arrive à 80% de la solution, et les 20%, c'est gérer la concurrence. Et là, on commence à arriver dans des designs ultra complexes. Parce que beaucoup de personnes me disent, oh non, nous, on a fait du Node.js en TypeScript, on a la solution pour tout faire. Ok, je dis, comment vous gérez cette partie concurrentielle? Parce que vous avez certainement plusieurs nœuds, plusieurs applications installées plusieurs fois. Comment vous faites pour justement faire ce routage consistant pour un agrégat? Et là, on n'y avait jamais pensé. Je dis, ah bon? Et comment vous faites alors? Donc, un message va partir à gauche, un message va partir à droite, et puis ça doit se dire, tiens, il y a une opération qui part à gauche, qui part à droite pour le même agrégat, et comment ça se passe? En fait, on a beaucoup de protection au niveau de l'event store qui nous dit, désolé, tu veux créer un événement pour une version d'agrégat qui existe déjà. Donc, en fait, au lieu d'être bloqué avant, on est bloqué après. Et donc, ça crée beaucoup de bruit sur la DB. Ouais. Et j'ai dit, est-ce que vous avez quantifié ce bruit? Bah oui, c'est 30% des appels. Ah oui. Waouh, 30% des appels, c'est énorme. Et donc, je dis, pour l'instant, ça tourne. C'est juste qu'effectivement, de plus en plus, on voit du réseau, on voit des retries sur le système. Et donc, oui, effectivement. Et là, on ne sait plus trop comment gérer ce retry qui monte de manière, on voit, un peu exponentielle. Je dis, c'est là où des frameworks qui existent depuis des années, qui ont réussi à tacler un peu cette complexité, c'est un peu ça l'intérêt. D'utiliser un framework dont 60 personnes sont dessus tous les jours et travaillent et font le support, quoi. Et en plus de ça, donc le command bus donc gère la concurrence pour nous, ça c'est génial, mais on a aussi l'autre use case des query bus, parce que là on va me dire query bus, non, c'est facile, hein, du RPC et puis query bus, voilà. Mais on a aussi le use case qui nous vient des systèmes extrêmement distribués. Moi, je me souviens quand j'étais à l'UNIF, on faisait des systèmes distribués sur des grilles de calcul aussi, et on découpait un problème et on disait, bon, calcule-moi ça, calcule-moi ça, calcule-moi ça, calcule-moi ça, j'ai besoin de... On fait en fait du scatter, on coupe, et puis on récolte tous les résultats. Et nous, dans le querybus, on a refait ce scatter-gather en termes de query. Donc, on ne demande pas vraiment des calculs, etc. Quoi qu'on pourrait le faire, en fait, pourquoi pas. Mais on a ce pattern de scatter-gather. Et j'ai regardé un petit peu pas mal de message brokers pour voir s'ils avaient cette capacité de scatter-gather. C'est très rare. J'en ai pas trouvé, en fait. Les plus connus sur le marché. Hein. Moi, donc, je ne connais pas. Voilà.
Maintenant, beaucoup de personnes me posent la question, oui, mais comparé à un Kafka, vous faites quoi? Il ne faut pas comparer l'incomparable pour moi. Je sais que pour l'instant, stratégiquement, on se place ben, on est challenger. Pour moi, si je suis honnête, Kafka est extrêmement bon en streaming. D'ailleurs, il a été prévu pour ça, designé pour ça. Des années pour ça. N'a pas été du tout designé pour être un event store, bien que son nom laisse à penser event log. À la base, avant d'être une streaming plateforme, on appelait ça un event log. Et donc, je pense que le nom a été un petit peu mal interprété comme étant un event store, parce que c'est vrai que certains événements sont stockés, mais la sémantique de stockage et les besoins de stockage n'étaient pas du tout prévus pour l'event sourcing. Et ça, je pense que c'est important. On ne peut pas interroger, on ne peut pas faire passer de query dessus. Et c'est pour un event store, c'est primordial. Exactement. Et c'est ça que les gens, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre, c'est que quand on est event sourcing, c'est pas de dire je suis capable de recréer des vues, ce n'est pas que ça. C'est aussi prendre une décision sur l'historique. Et cette décision sur l'historique, donc c'est le right model, c'est je prends une décision de valider ou pas une commande. Et donc en Kafka, on ne peut pas demander l'histoire d'un agrégat particulier de manière optimale. Sans autres produits autour, parce que maintenant ils rajoutent des produits sur Kafka qui nous permettent de faire ça, mais malheureusement on fait ça sur un modèle qui est éventuellement consistant pour la prise de décision. Voilà, ce qui est justement l'inverse de ce qu'on doit faire. Donc, il ne faut pas comparer ce qui est incomparable. Pour moi, Kafka a toujours son sens pour streamer des messages. Et d'autant plus que la compatibilité avec Kafka pour des produits de BI, par exemple, pour des produits statistiques, pour plein de différents ETL, reste énorme. Nous, on n'a pas la prétention d'avoir cette compatibilité. Mais par contre, pour un routage tailor-made pour le CQRS, Kafka n'a pas été designé pour ça. Et nous, on a designé le routeur pour ça. Donc, c'est ça les comparaisons. Essayons de comparer ce qui est comparable. Et puis, ce qui est aussi, pour parler d'Event Store, ce qu'on peut facilement voir aussi, c'est que baser des Event Store sur des bases de données qui ne sont pas designées exactement pour ce besoin. Alors Kafka, bien entendu, tu viens d'en parler, nous on ne s'est même pas posé la question, on savait que c'était pas fait pour. Et après, derrière, on essaye avec ce qu'on a à notre disposition, hein, donc que ce soit de la base relationnelle comme du Postgre, que ce soit de la base de type documentaire comme du Mongo, voilà. Au final, on voit, et nous on a principalement testé sur du Postgre, on sait tous que si on commence à empiler dans une seule et même table des millions et des millions et de millions de lignes, au bout d'un moment, ça va s'écrouler. Et un event store, c'est ça. C'est des millions et des millions d'événements qui viennent s'empiler dans la même table au final. Exactement. Donc, au bout d'un moment, on sera des performances pour pouvoir faire passer les queries sur Event Store vont devenir catastrophiques et le système s'écroulera. Nous, c'était une problématique qu'il fallait qu'on anticipe parce qu'on allait avoir beaucoup d'événements. Tout à fait. Et en plus, on a des benchmarks pour ça. Donc, un client nous a fait des benchmarks comme comparatif entre notre store, notre serveur au niveau stockage et une PostgreSQL. Donc, en termes de stockage et en termes de réponse, en termes de performance, en fait. Et il nous montrait une dégradation drastique de PostgreSQL jusqu'à un certain niveau un certain nombre d'événements. C'était dans les centaines de millions. Hein. On était déjà très très haut. Mais à partir de là, le Postgres tombe en flèche. Et ce qui était génial de voir, c'est que même nous, on était presque étonnés de le voir, c'est que notre performance, elle restait super stable. Et en fait, ça vient simplement du fait que le design est très simple et a vraiment été designé pour justement, avec la vue, on peut retrouver les données, mais tout ce qu'on fait, c'est de la peine. Donc, ça a été vraiment optimisé pour de la peine. Et donc, forcément, on était étonné, mais on se disait en même temps, oui, mais on l'a designé pour ça. Donc, forcément, on ne peut pas être trop étonné. Et c'était quand même chouette de voir qu'on tenait la charge et on tenait la stabilité au niveau performance et stockage. Alors, il y a une grande société dont je ne peux pas nommer, mais je veux dire une grande société suédoise
qui est revenu avec un autre benchmark qui nous a dit, bah, écoutez, on a tout migré, purement migré avec le design que l'on avait, le modèle événementiel que l'on avait sur votre solution avec le framework et le serveur. Ça nous a pris un certain temps, mais on l'a fait. Eh bien, on a une performance de 2400% par rapport à l'ancienne solution. Et là, je peux vous dire qu'on était tous étonnés parce que 2400%, c'est énorme. Ça veut dire que, si je calcule bien, avec 4% des ressources, on peut faire la même chose. Bah, nous, avant de s'engager, bien entendu, comme toute entreprise, avant de s'engager avec Axonic sur le serveur, on a fait une étude ROI rapide. Oui, bien sûr. Et au final, il n'y a pas photo. Sans parler coût de la solution, au final, quand vous regardez les économies que vous faites au niveau de l'infrastructure, parce que le stockage, parce que si le stockage est optimisé comparé aux autres types de bases de données, donc au coût de stockage, au coût de maintenance de l'infrastructure, au coût de configuration, etc. Enfin, quand vous mettez tout ça bout à bout, plus les facilités que ça vous apporte au niveau de la gestion du web, etc., au niveau du développement, c'est la différence. On n'a pas eu besoin de réfléchir bien longtemps pour dégager du ROI facilement là-dessus. Ah ben ça fait plaisir à entendre. Ça fait plaisir à entendre. Je pense qu'on a un beau plan et on a dégagé pas mal de belles valeurs pour le DDD, le CQRS, l'event sourcing, aussi l'utilisation des produits Axonic, faut pas les oublier. Donc, et pour ça, je voulais vraiment te remercier, Jérôme. Je pense qu'on peut faire un petit wrap-up et je voulais vraiment te remercier parce que c'était un contenu très intéressant. Merci à toi. Merci à toi. Et j'espère qu'on se reverra bientôt, Jérôme. Normalement, c'est prévu, si je ne m'abuse. On doit se revoir très bientôt, effectivement. Super. Eh ben voilà, je te remercie. Allez, au revoir.